Allez, salut les filles, on est en direct sur Jumpseat avec le général de division aérienne François Leminck à ma gauche et le jeune capitaine Olaf Björnborg à ma droite. Pilote suédois de Viggen, je quitte cette position ridicule pour vous présenter donc le Viggen biplace qui est quand même une pièce monstrueuse. Ouais, c'est une pièce assez monstrueuse. On dit pas ouais François, on est à la radio Oui, là. oui, excuse-moi. Une des plus belles pièces de ce musée, le musée européen de l'aviation de chasse de Montélimar, où nous sommes aujourd'hui. C'est une des plus belles pièces qui est venue de Suède. Tiens, je vais tout de suite vous raconter la petite histoire quand même de l'acquisition de cet avion. C'est un avion qui a coûté, c'est ce qu'ils m'ont dit au musée, ça leur a coûté, devinez combien, 56 centimes. Voilà. C'est le prix d'un timbre. Ils ont su que la Suède se débarrassait de ces avions. Ces avions auraient dû être ferraillés. Il y a un type, un brasseur, qui voulait récupérer la ferraille pour faire des canettes de bière. Ils ont récupéré in extremis un avion. La Suède a dit OK. Enfin, ils ont envoyé un petit courrier. Donc, la Suède a dit OK. Et puis, l'avion est arrivé en vol. Il s'est posé, non pas ici parce que c'est une piste en herbe, mais il s'est posé à Valence. Ils l'ont un petit peu démonté, ils l'ont mis sur un camion et ils l'ont amené jusqu'ici. Et puis il y a 4-5 mécaniciens suédois qui sont arrivés et qui ont enlevé tous les équipements qui ne devaient pas rester. Enfin voilà, ils ont préparé l'avion et depuis l'avion est dans ce musée, donc ce biplace. C'est une histoire assez extraordinaire pour un avion tout à fait remarquable. On a des milliards de trucs à raconter là-dessus, François. Une bien belle histoire, effectivement. Une bien belle histoire. Hein. C'est quand même un bel objet. Hein. C'est une belle armoire normande aussi, hein, quand on parlait du F-35. C'est une armoire suédoise, en fait. Oui, suédoise, effectivement. Voilà. C'est un avion qui était destiné à succéder au Draken, quand même, qui était déjà un avion Delta. Très innovant. Assez innovant, très innovant pour l'époque. Double Delta, même. Double Delta, oui, qui succédait au Saab 210, qui était son démonstrateur. Là, en l'occurrence, ils se sont quand même aussi bien fendus, puisque comme ils voulaient faire un delta qui se pose très lentement sur des pistes très courtes, qui décolle aussi sur des pistes très courtes, qui puisse aussi décoller sur des pistes très courtes, ils avaient en tête les 500 mètres quand même, ce qui est assez fou furieux. Et ils se sont avisés du fait que s'ils mettaient des canards, peut-être qu'ils arriveraient à faire une hypersustentation correcte. Et effectivement, ça a été le premier avion de chasse dans lequel des canards ont été effectifs. En série, hein, en série, bien entendu. D'ailleurs, le premier, oui, il n'y a pas eu de démonstrateur pour cet avion. Hein. Le premier de série a été correct. Là, on est au début des années 60, hein, grosso modo. Ouais. Alors, le canard, c'est pas du tout une gouverne, hein. C'est quasiment c'est équivalent d'une sortie de volet. À savoir qu'il a des positions fixes. Et en particulier, il y a une position qui est rigolote, qui est la position train-sortie. Dès que le train est sorti, le canard se braque dans la position que l'on voit là, quelque chose comme du 15 degrés vers le bas. Ce faisant, il crée le couple cabreur que l'on devine, et du coup, les ailerons braquent un petit peu vers le bas aussi. Et au total, l'avion se retrouve légèrement hypersustenté. Deuxième astuce pour atterrir court, c'est un avion qui est prévu pour ne pas arrondir. Donc c'est une astuce de bûcheron. Hein. Oui, non mais bien sûr. Ouais. Et donc à part les avions navals, oui, je ne connais pas d'exemple d'avion qui soit conçu pour emboutir la planète de base. Quoi. Donc son train d'atterrissage est prévu pour 5 mètres secondes verticaux. Quand même, il faut respecter. Hein. Ça fait, je n'ai pas calculé, ça va faire dans les 1m60, 1m70 de haut, chute libre. Peut-être pas autant, non, peut-être 1m50, je dirais. D'accord. Dans les 1m50, on soulève l'avion à 1m50 de haut, on lâche, et puis voilà, c'est l'effet que ça fait. C'est le choc à l'atterrissage. Absolument. Alors, l'autre chose, c'est qu'ils voulaient balader un très gros système d'armes, avec un radar assez puissant. De base, ils avaient choisi d'utiliser des missiles anglais, des Skyflash. Missiles à guidage radar, donc. Alors, au début, c'était des semi-actifs, c'est-à-dire guidage radar désigné par le radar, puis c'est devenu des autonomes, à mesure que les versions évoluaient en Grande-Bretagne. Donc un gros radar pour voir loin et pour être compatible, est homogène avec les missiles. C'est un avion prévu pour Mach 2. Mach 2 en altitude et supersonique en basse altitude. Tout à fait.
Donc pour tout ça, ils avaient conscience qu'il leur fallait un gros moteur. Donc ils ont examiné différentes possibilités. Le Spey en Grande-Bretagne, l'Olympus, même l'Olympus, c'est-à-dire un moteur de Concorde, il faut quand même imaginer. Puis ils ont regardé un autre moteur qui était le Medway, mais qui n'a jamais été fait en Grande-Bretagne, qui a été abandonné par les Anglais. Et finalement, ils ont choisi un JT8. Un JT8. C'est un moteur civil. C'est un moteur de 737 première génération. Il faut se rendre compte de ça. Donc ils prennent un moteur de 737, ils le foutent là-dedans, et alors ils bricolent derrière une post-combustion. Alors la post-combustion a été faite par Volvo, eux-mêmes, directement. Et au passage, puisqu'ils veulent atterrir en 500 mètres, ils rajoutent un inverseur de poussée. On ira le voir tout à l'heure, on passera derrière. Donc donc Volvo quand même a fait pas mal de modifs, mais le moteur, j'ai lu que grosso modo, ça reste un moteur première génération, un taux de dilution 1,1, enfin. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs d'avoir un diamètre énorme, 1,35 m de diamètre, ce qui conditionne toute la taille du fuselage. Et exactement, c'est ce choix du moteur qui a fait que l'avion de lui-même a grossi assez fortement. Presque obligé, quoi. C'est mécanique. La taille du moteur, ça fait quand même le diamètre du fuselage. Il faut comprendre que le moteur commence à peu près ici, sur le bord de fuite canard. D'accord. Alors le canard, on le voit, c'est vraiment une gouverne toute bête, si je puis dire. Quoique, comme il y a alors c'est un canard particulier par rapport à aujourd'hui, à savoir qu'il a une grande partie fixe et une partie mobile à l'arrière, comme un empennage classique en quelque sorte. On pourrait presque considérer que c'est un avion biplan, si on était. Mais on pourrait presque dire aussi que c'est une voilure de F-104. Hein. Il est quand même. Non, ça doit être plus grand qu'une voilure. Non. Oh, il est quand même de très grande taille en surface. Hein. Donc le canard est entièrement cambré vers le bas, forcément. Et là, donc, puisque c'est une gouverne de bord de fuite, essentiellement hypersustentation, on a une fente. Et on a bien une fente d'alimentation de la gouverne. Le train d'atterrissage, lui aussi, il est quand même assez particulier. À savoir qu'ils ont l'ambition d'avoir un emport ventral assez encombrant, essentiellement un réservoir. Et du coup, ils choisissent de rentrer le train entièrement dans la voilure. Entièrement dans la voilure, ce qui est quand même assez gonflé, ce qui les oblige à mettre les deux pneus l'un derrière l'autre et non pas côte à côte. Les roues en tandem, donc. Ça ne serait jamais rentré. L'autre avantage d'avoir les pneus en tandem, c'est, paraît-il, d'être plus efficace, d'avoir moins de traînées lorsqu'il y a du taxiage sur de la neige. Sachant que ces gens-là ont une forte idée de ce que c'est que la neige et le verglas. On roule mieux sur la neige avec une 2 chevaux et des pneus très fins qu'avec une Porsche Panamera avec des pneus très épais. Ah, j'ai jamais essayé la Porsche. Si. Non, moi non plus, vraiment. Ah bon. Mais la 2 chevaux, je peux dire que ça marche très bien sur la neige. Donc le train d'atterrissage rentre entièrement dans la voilure. On voit qu'il est articulé extrêmement près du bord d'attaque. Ce qui se passe sur tous les avions Delta, et ça on le retrouvera aussi sur Mirage 3 ou Mirage 2000, quand la voilure a une assez forte flèche au bord d'attaque, le centre de gravité est tel que la structure de la voilure en fait se trouve entièrement derrière. Donc le caisson voilure, lui, ne contient pas de train d'atterrissage, et le train d'atterrissage se trouve logé, en l'occurrence, carrément dans l'apex de la voilure, en quelque sorte. Tout est démesuré finalement sur cet avion. Oui, c'est vraiment. Plus je me rapproche et plus j'ai peur. Ah. Alors, je suis là, François. Et puis n'oublie pas que tu as ta cuillère. Cet avion, par contre, il transporte 4 Skyflash, mais guère plus, pour ce qui concerne sa mission RR en tout cas. Cela dit, plus un joli bidon là. Il a 3 points d'emport à l'avant. Hein. Oui, tout à fait. Donc ça fait quand même une belle C'est juste, il a des points d'emport doubles si nécessaire. Sur le un petit peu comme le Gripen d'ailleurs aussi, qui doit avoir la même chose. Donc il a de l'anti-skid sur le train principal. Par contre, le train avant n'a rien. Le Gripen à côté a des freins sur la roue avant. Donc le Gripen, lui aussi, qui cherche à atterrir très court, lui, il freine sur la roue avant et c'est effectivement extrêmement efficace. Ça gagne beaucoup. À tel point que quand un Gripen, excuse-moi, on ne parle plus du vegan, mais quand un Gripen... Ça finit pareil. Freine, il a bien ses canards braqués vers le haut, de telle sorte d'appuyer sur le pneu avant. C'est pas un freinage aérodynamique, c'est vraiment pour appuyer sur le train avant. Donc du coup, comme en plus il est en train de freiner, donc vraiment le train avant est très appuyé, et du coup il a de l'autorité. Il a de l'autorité pour zigzaguer, pour diriger. Non mais tu as vu ça, on peut pratiquement mettre le doigt, enfin... Ouais, mais là ils ont rajouté un truc, c'est une sorte de réparation.
D'accord. Oui, ou n'importe Moi, je connais des comment, meubles Ikea qui sont mieux foutus que ça. Non, même. mais oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais de toute façon, vu ce que tu as derrière, par exemple la trappe de train ici, tu n'es pas en train d'aller chercher Les la pouyennes, perfection. ouais. Alors, ce qu'on voit aussi sur cet avion, c'est qu'il n'y a pas de bec. C'est un avion Delta sans bec, comme De le bord Mirage d'attaque, 3, en fait. Là où, à cette époque-là, on était déjà sur Mirage F1, Mirage 2000 avec bec, bien sûr. Du coup, pour combattre un décrochage de fous furieux à grande incidence, toute la voilure externe se trouve complètement cambrée vers le bas, juste après la cassure d'accord. de... Comme le C'est Mirage pas la 3, cassure d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors le Mirage 3, c'est plus élégamment fait, je dirais. C'est continu et c'est l'ancienne Dassault qui nous dit ça. Tout à fait. C'est une. Tu penses que tu es crédible? C'est une cambrure. C'est une cambrure Oui. conique D'accord. qui a été extrêmement esthétique et jolie à regarder et à photographier lorsqu'on regarde la voilure vue de dessous. Donc tu voulais parler d'emport, je crois. Oui, 9 points d'emport, 7 tonnes. Et savais-tu que les Suédois avaient envisagé l'emport d'une arme nucléaire sur cet avion? Bah, Non, vu la tu taille, savais pas, vu la taille non. de l'avion, je pense Ouais. que ça pose aucun souci. Oui, c'est surtout voilà. d'un point de vue politique que ça posait Oui, ça pose un énorme Ouais. souci Parce que, politique, alors, mais ouais. de toute façon, oui. Mais on n'a pas parlé d'émissions, c'est vrai que c'est un avion qui était multimission. Il faisait du air-sol, il faisait du air-air. Enfin, il y a eu différentes versions plutôt. Voilà, on va le dire plutôt comme ça. Voilà. Merci. Air-air, Merci de le dire. air-sol, ça me fait plaisir. Air-air, air-sol, et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est l'antinavire, donc avec les missiles antinavires suédois de Ouais. la série des RBS qu'on retrouve aujourd'hui sur les Gripen. Oui, ils ont une culture de missiles Oui. antinavires, sachant ils ont aussi une culture d'acheter un certain nombre de missiles à l'étranger aussi. Faut reconnaître. Ce qu'on voit aussi, c'est des bidons dernière génération, ancienne génération, si je puis dire. C'est des bidons où, lorsque tu les largues, tu as mis suffisamment d'empennage à l'arrière pour que le bidon soit stable au moment où tu le largues. Qui partent pas dans la, Voilà, qui remontent pas dans qui l'avion. partent dans la bonne direction. Parce que ça, c'est Sachant des que tu bidons pousses qui assez étaient fort, aspirés, qui revenaient vers l'avion. Absolument. Ouais. Donc tu pousses assez fort, plutôt par l'avant d'abord que par l'arrière, de telle sorte de donner un couple piqueur, un mouvement piqueur, et ensuite les empennages font que le truc va pas dinguer dans n'importe quelle direction. Donc l'empennage, c'est spécifiquement pour le moment du largage. Ça Absolument. n'a rien à voir avec le vol ou quoi que ce soit. Non, D'accord. sur le vol, ça n'a rien à voir. C'est pour le faire partir. Et d'ailleurs, sur tous les vieux bidons, on trouve effectivement des empennages qui sont à l'arrière. Parfois, c'est aussi de la stabilisation aéro pour éviter des vibrations. Mais sur le Rafale, par exemple, on a définitivement laissé tomber. Et maintenant, les éjecteurs sont suffisamment subtils pour larguer correctement l'arme. Le bidon, pardon. Et du coup, on gagne de la masse, et de la traînée. Il y a un truc qu'on remarque aussi, c'est que malgré son volume, il n'y a pas de canon interne. Le canon était emporté en pod à l'extérieur. Ouais, le moteur prend beaucoup de place, Ouais, vraiment. ouais. Et d'ailleurs, le réservoir qui est ici, ça donne peut-être une idée du moteur extrêmement glouton qu'il doit y avoir dedans. Le moteur fait quand même 12 tonnes de poussée avec post-combustion. Ce qui pour l'époque est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Ouais. Premier vol 1967. C'était le plus gros moteur de l'époque ou presque. Là, ce que l'on voit, c'est des feux de formation. C'est des feux basse intensité qui sont là, électroluminescents, qui ne vont pas éclairer, mais qui, malgré tout, ont une luminosité de telle sorte que les pilotes puissent voler en formation de nuit. Ça se voit, c'est très discret, et puis surtout, ça se voit très très bien en JVN sans éblouir. Oui, donc, mais avec les JVN aussi. C'est ça le but. JVN, Ouais. tu me rappelles ce que ça veut dire. Les jumelles. Je vois dans le noir, ça veut dire. J'y vois dans le noir. J'y vois dans le noir. Les jumelles de vision nocturne. Ouais. Humour à la suédoise par rapport à cet avion. Attends, on va faire un jingle peut-être, non? Humour à la suédoise. Abonnez-vous à Jumpseat, c'est la seule chaîne qui va vous proposer des blagues suédoises. Alors il y a beaucoup de chaînes qui vont vous proposer des westerns suédois, nous on fait dans la blague. Donc il ne s'agit pas de blinis. À toi. Il s'agit d'aérofreins. On voit ici les deux petits aérofreins qui sont prévus pour cet avion. Oui. Mais quand on voit l'avion lui-même, on se dit... Oui, à quoi bon? Non, mais ça c'était probablement pour impressionner le gouvernement et les décideurs étatiques. D'accord. De dire, mon avion Oui. traîne trop peu, je suis obligé de mettre des aérofreins. Mais clairement, je pense quand même que la machine en elle-même... On peut faire des gaufres aussi avec, non? Ça ressemble vaguement... Un coupe-frites, oui. Ou un coupe-frites ou des gaufres, oui. Alors, la dérive, qui est assez haute, mine de rien, est entièrement rétractable. C'est-à-dire lorsque l'avion... Pliable, en fait. Oui, c'est ça. Pliable sur le côté. Repliable, oui. Repliable, merci.
au sol, bien entendu. Oui. Il s'agit de... C'est le même problème. C'est le même problème que pour les Suisses. En fait, les Suisses, ils avaient un problème avec la dérive. Et on a dit, bon, ben, on n'a qu'à soulever le nez avant et puis la dérive va baisser. Là, sur le Vigon, c'était pas du tout ça. Les grottes, il fallait aller beaucoup plus que ça. Et donc, la dérive est entièrement rabattable. Ce qui n'empêche pas qu'il y a une très grande dérive, mais il y a quand même aussi une quille ventrale. Oui, à mesure que le Mach augmente, les avions perdent en stabilité latérale. Donc, quoi qu'il arrive, tu t'aperçois que très fréquemment, un avion, mettons, qui n'avait pas de quille, si c'est un avion Mach 1.8, Mach 2, etc., tu t'aperçois qu'à un moment donné, dès que c'est en vol, hop, il y a une quille qui apparaît. Donc on a aperçu sur le Mirage A1 notamment. Oui, tout à fait. Les protos n'avaient pas de G8, quille. Les G4, les G8. Dieu sait combien d'autres avions du même genre. Le pire, c'était le Crusader 3. Oui. Où là, véritablement, une quille tellement grande qu'il fallait la rabattre. Avant de se poser, parce qu'il ne pouvait pas se poser. Ou le MiG-23. Oui, il ne pouvait pas se poser avec la quille. Alors, on peut peut-être aller un peu vers l'arrière. Juste un chiffre, 329 avions construits. Moi, ce qui m'a beaucoup étonné en révisant, le truc, c'est que le dernier a été construit en 1990. C'est incroyable. Oui. Ah oui, récent quand même. Et c'est incroyable, et en même temps, ça ne l'est pas trop, puisque ça fait une vingtaine d'années de production, ce qui est très peu quand on compare au Rafale, par exemple. Alors, en échange de quoi, ils en ont exporté 0, je crois. Donc, je ne sais pas, soit ils n'ont pas essayé. Si, ils ont essayé. Mais il y avait un gros talon d'Achille qui était là, qui était le moteur américain. Un JT8 américain. Et les Américains ont bloqué l'exportation de cet avion. Ah, ben c'est parfait. Voilà, magnifique. Comme ça c'était réglé, mais je te rappelle que le Vigon était en compétition pour le marché du siècle contre le F-16 et le Mirage A1 avec moteur M53. Mais bon. Il dit pas c'est oui d'abord. Oui, bien sûr, d'accord, il était en compète. Et puis moi je l'ai vu voler au Bourget, j'étais tout gamin, et il était présenté au Bourget entre le Mirage F1 et le F-16 pendant la compète. Donc, dès l'instant qu'il y avait le F-16, il s'est trouvé que le JT8 n'était pas disponible. Alors, ça ne s'appelle pas JT8, en l'occurrence. Non, c'est un Volvo, c'est un Ils appellent ça un RM8. 88, non? Un RM8. Et ensuite, un RM8A et ensuite un B. À un moment donné, ils ont revu. Ils ont changé la... Ah, tiens. Non, mais Nacelle Spectra. Qu'est-ce que c'est que ça? On va... j'avais pas vu. Oh, j'avais pas vu. C'est bizarre, bon. Bah oui, on va être obligé de taguer, en fait. Tiens, le Bronco, ça serait bien de faire un truc là-dessus. Suivez-nous, abonnez-vous. Peut-être qu'on fera un truc. Tiens, là, on pouvait passer fastoche. Ouais, c'était trop facile, là. Mais t'arrêtes Donc, cet avion vu de l'arrière, il est toujours aussi monstrueux, je veux dire. Ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a 4 ailerons au total. Et ici, complètement à l'arrière, on voit la sortie du JT8 RM8. Avec les pétales. Avec, d'une part, on ne voit rien du tout, surtout vu que c'est vraiment, il fait très sombre là-dedans. Si, mais on voit quand même les pétales. Mais on voit très bien les trois pétales qui se ferment et qui vont... 2 et 3 là-haut. Et qui vont entièrement obstruer le courant d'air et obliger le jet à sortir par les ouvertures qui sont en avant. Ouais. Alors, paraît-il que cette... Bon, tu la gardes, montrez-vous, c'est pas un problème. C'est la garde partagée. C'est ça, les vieux coups. Paraît-il que cette ouverture permet aussi de diluer le jet lorsque la PC est allumée. Et finalement, ça ressemble un petit peu à ce qu'il y a sur Concorde, ce qui est supposé être un silencieux sur Concorde, à savoir une arrivée d'air frais qui va se mélanger avec un jet à une vitesse et une température pas possible. Ça ne marche pratiquement pas, mais on peut avoir un petit effet de... Tu sais ce que ça me rappelle à la sortie du réacteur? Ça me rappelle la tuyère du Leduc. Oui, c'est vrai. Ou même celle du Griffon. C'est le Griffon. Plutôt Griffon, oui. Allez voir sur Jumpseat, vous tapez Griffon, Musée de l'air et de l'espace Bourget, et on a fait une émission sur le Griffon. Et vous verrez. Alors la partie qui est ici n'a aucune géométrie mobile, mis à part l'inverseur de poussée. Et en fin de compte, la régulation du moteur se fait sur des pétales qui sont dans la partie entièrement sombre, dans la partie qui est en avant. Donc cet inverseur de poussée participe à la distance d'atterrissage de 500 mètres, sachant que, bien entendu, ils envisagent qu'il n'y ait pas que les freins fonctionnent mal si la piste est verglacée ou enneigée. Donc ça participe au fait les pétales se referment, ça bouge complètement. Et ça renvoie le jet vers l'avant. Et ça renvoie par les trous qui sont ici, par les ouvertures, vers l'avant et vers le bas, bien sûr. Il y en a 3 en fait.
D'accord. Et le jet qui repart vers l'avant a tendance à pousser l'avion vers l'arrière, donc à le ralentir et Tout à fait. le freiner. Sachant qu'il n'y a pas de post-combustion quand on ferme le jet, hein, bien sûr. On a en simple jet, en sec, régime sec. On a dit que l'avion était monstrueux, on n'a pas dit qu'il était très laid à cause de son deuxième poste de pilotage derrière, mais c'est le moment de le dire. C'est un avion d'entraînement. Oui, c'est vrai. Il y en a eu 18 biplaces comme ça. Ils n'ont pas cherché à faire une belle verrière biplace, ils ont enfoncé le deuxième poste de pilotage derrière. Et, tout à fait. Et puis ils ont quand même donné, ils ont été sympas, ils ont donné au pilote instructeur qui est à l'arrière, donc 2 périscopes, un de chaque côté, on voit c'est les excroissances. Pour un instructeur, je dirais qu'il voit pas mal vers l'avant, rien qu'avec sa position. Mais effectivement, ils ont rajouté 2... Ouais, ce sont... Je sais pas trop, c'est purement optique à ton avis? Rien d'autre, hein, c'est pas des caméras. Non, je pense pas. Ouais. Donc là, véritablement, écrivez-nous. Cette modification, elle relève quand même d'une certaine... disons que c'est assez simple, quoi. Soit ils n'avaient pas beaucoup de budget, soit finalement, soit éventuellement, ils se sont dit, bon, bah, avec un REM 8 derrière, de toute façon, quand j'accélère, ça pousse. Par contre, cet avion-là, dans ces 18 biplaces dont tu parles, il y en a 10, je crois, qui sont devenus avions d'écoute électronique. De guerre électronique. De guerre électronique. Et on les reconnaît avec un petit liseré rouge sur le radome à l'avant qui indique que c'était un avion d'écoute. C'est plutôt jaune, excuse-moi. Oui. C'est un rouge qui tire sur le jaune. Oui. Il a sorti les rames, là. Il a posé la cuillère et il a sorti les rames. Pour vous dire que l'avion fait Mach 2 avec un moteur finalement largement suffisant, si je puis dire, c'est que l'entrée d'air est fixe. Il n'y a aucun élément mobile. Et pour faire Mach 2 avec une entrée d'air fixe, bah, effectivement, ça veut dire que tu n'es pas véritablement en perdition en ce qui concerne le bilan poussé-traîné. Très important aussi dans cet avion, on a dit qu'il était innovant extérieurement par certains choix techniques, aérodynamiques. C'est aussi ce qui se trouve à l'intérieur. Les Suédois ont pas mal travaillé sur la liaison de données à l'époque, très en avance sur le reste du monde finalement. Et ils avaient mis au point sur le JA-37, donc un peu la deuxième version du Viggen, ils avaient mis au point une liaison de données qui leur permettait de tirer les missiles au profit d'alliés. Hein. C'est-à-dire que tu avais un avion pouvait contrôler 2 patrouilles simples ou une patrouille double. C'est-à-dire un avion pouvait en contrôler au total 3 autres. Avec son radar, éclairer les cibles, guider les missiles, pendant que les 3 autres naviguaient à côté sans utiliser leur radar en toute discrétion. Donc c'était extrêmement innovant. C'était très innovant. Donc, là, on parle de la fin des années 80. On l'a revu ensuite sur le MiG-31, qui a été le deuxième à faire ça, j'ai l'impression. Et maintenant, on fait ça de façon routinière sur Rafale. Routinière, je ne sais pas. Mais oui, effectivement, tu as raison. Peut-être les premiers à avoir fait ça. Les F-106 ne le faisaient pas avant sur NORAD. Je ne sais pas. Ne pose pas des questions gênantes, François. Une chose aussi intéressante, c'est que les Suédois étaient régulièrement, je ne veux pas dire confrontés, mais enfin témoins du passage des SR-71 qui allaient écouter un peu ce qui se passait du côté de la Baltique et de l'Union soviétique. Donc ils savaient à peu près où les trouver. Et on dit, je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou pas, mais on dit que le Viggen a été le seul avion occidental, dans le cas d'exercice, à arriver à accrocher au radar le SR-71. Et tout ça, non pas avec son radar de bord, mais grâce, encore une fois, à la liaison de données et des radars qui étaient au sol et qui transmettaient les informations de tir au Viggen qui était en vol. Donc c'était aussi une belle réussite suédoise, ce travail en coopération air-sol et liaison de données toujours. Donc une grosse machine pour transporter un système d'armes très efficace. Oui. Et très en avance une fois de plus sur son temps. Oui. Donc zéro exportation because moteur américain, ça on l'a dit, mais c'est pas faute d'avoir essayé quand même aussi. Mais alors du coup, c'est étonnant parce que le Gripen, lui, il est encore plus loin en ce qui concerne l'utilisation de systèmes d'origine étrangère. Lui aussi, il a un F-404 ou un F-414, donc ils ont repiqué au truc. Et apparemment ça leur va très bien puisque le Gripen s'exporte aussi. Autre chose aussi d'ailleurs qu'on n'a pas cité, la Suède, nation armée d'appelés et de réservistes, implication très forte de la société civile. Oui. Et donc c'est un avion qui était conçu pour être relativement simple à mettre en œuvre. On dit qu'une équipe de 5 personnes, un sous-officier professionnel et 4 appelés,
pouvait être formé et suffisait à la remise en œuvre d'un avion comme ça entre deux missions. Donc ça fait partie, quand on parle de l'efficacité d'un avion, aussi le temps de remise en œuvre entre deux missions, c'est aussi un élément important. Il faut que l'avion puisse se poser discrètement là où il va, il faut qu'il puisse être réarmé, refuelé et qu'il puisse repartir sans avoir été vu ni entendu au sol. Donc finalement, un avion robuste qui fait qu'ils n'ont pas cherché la légèreté, et donc un avion respectable compte tenu du fait qu'il est simple à utiliser. Mais ça, on en revient, c'est quelque chose qui revient au goût du jour très fort avec l'Ukraine, hein, puisque c'est quelque chose que les Ukrainiens recherchent, c'est la rapidité de mise en œuvre. Et qu'est-ce qu'il y a, t'as marché dans du caca? Non, je suis en train de regarder qu'il n'y a pas de piège, dans le piège à coups chimiques. Tout ce que j'ai dit avant, en fait, ça t'intéressait pas tant que ça. Tu ça regardais l'entrée d'air depuis tout ça. Mais non, mais je vais vous quitter. C'est l'œil. J'ai du boulot. Non, c'est l'œil. Dans le piège à coups chimiques, il n'y a pas d'entrée d'échangeur. C'est-à-dire que dans tous nos avions, dans le piège à coups chimiques, puisqu'il y a de l'air qui est un petit peu paumé à cet endroit-là, qu'il n'a pas beaucoup d'énergie, on en profite pour alimenter l'échangeur de l'air conditionné. Là, en l'occurrence, il n'y a rien du tout. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a ces deux entrées sur le dessous. D'accord. Qui sont justement les entrées spécifiques des échangeurs. Mais qui du coup, ça prend de l'air dynamique. Et donc, il n'y a pas besoin de beaucoup de sections pour faire fonctionner le système. Est-ce que tu as fait des maquettes quand tu étais petit? Non. Non, tu n'as jamais fait ça? J'ai jamais eu la patience d'attendre que la peinture sèche. Ah oui. Et donc, ça se terminait toujours en catastrophe. D'accord, donc tu en as fait quand même, tu as un peu essayé. J'ai essayé, mais suffisamment pour abandonner. LR a fait une très belle maquette au 72e de cet avion, et moi je l'avais fait quand j'étais gamin. Et le camouflage, c'était l'enfer, parce qu'il y a 3-4 tons de vert qui s'imbriquent. Enfin, c'est très très compliqué le camouflage, à l'exception de la deuxième génération de Vigan qui ont été peints donc en gris. Et celui-ci, cet exemplaire, c'est le seul, les 11 combien on a dit? Les 18 biplaces. 18 biplaces, et puis les 10 qui étaient en version électronique, étaient tous avec ce camouflage en 3 à 4 tons de vert, sauf celui-ci, l'exemplaire du musée, le seul à être en gris. Ça te fait une belle jambe? Non, mais ça veut dire que c'est celui-là que tu voudrais faire en maquette? Non, c'est fini. Ah, t'as fini, j'ai essayé de te raconter une histoire. Mais non, bien sûr. Voilà. Ouais. Autre histoire qui va peut-être t'intéresser. Qui m'intéresse. Qui t'intéresse, ils ont essayé de le fourguer à l'Inde, qui finalement a acheté le Jaguar. Pour le meilleur ou pour le pire, je ne sais pas. Et on dit aussi que, je l'ai lu, donc ça doit être vrai, que le Vigan a été proposé à l'Australie comme intercepteur, avec l'idée de le faire emporter, de lui coller des phénix. Ah oui, donc vraiment. Je ne sais pas, est-ce que ça a été fait sur un rond de serviette, sur un bout de serviette, à l'issue d'un repas bien arrosé, je ne sais pas, mais enfin voilà, c'est quelque chose, c'est une hypothèse qui a circulé. Ah ouais. Mais bon, Sachant, tout ça pour ça. Quand on ne prend pas un Vigan pour prendre un Jaguar, c'est peut-être qu'on s'est trompé de spec. Oui, ou alors on s'est trompé quand on a pris le Jaguar, je sais pas. Oui, possible aussi. C'est possible aussi. Hein. Là, par contre, l'Australie, je ne sais pas quel est le rayon d'action. Il ne doit pas être quand même très furieux, le rayon d'action de cet avion. Donc l'Australie, c'est un grand pays. Ils préfèrent les F-111 qui vont quand même plus loin. Donc c'est un avion qui est finalement qui est assez surprenant hein, quand on le voit ici. Atypique. Mais pourquoi un avion suédois à Montélimar, le pays du nougat? Je ne sais pas. Mais tout ça pour vous dire que tout est possible en fait dans le monde de la collection et des échanges d'avions, puisqu'il a suffi d'écrire une lettre, de mettre un timbre, d'envoyer cette lettre à l'ambassade de Suède à Paris, pour que quelques mois plus tard, le Vigan atterrisse à Valence et qu'il arrive ici. Si vous avez aimé ces belles histoires, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite main avec le pouce en l'air. Abonnez-vous, on vous l'offre. Aujourd'hui, c'est la journée exceptionnelle. On vous offre les abonnements sur YouTube. Et, je t'assure. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Et puis, à très vite pour de nouvelles aventures au musée de... Quoi donc? On a vraiment cochonné. Oui. Il faudra regarder toutes les émissions pour comprendre l'origine de ce fou rire idiot. À la prochaine, on vous parlera d'un autre avion exceptionnel. Ouais.